Bonjour, pour les derniers qui viennent d'arriver, je voulais juste vous signaler que vous n'êtes pas en mesure de parler directement sur cette plateforme. Par contre, vous avez à votre disposition un chat et vous pouvez effectivement taper toutes vos questions, tous vos messages sur le chat. On y répondra au fur et à mesure. Donc, bienvenue pour cette présentation sur les accidents de travail. Juste pour revoir un petit peu le contexte, je suis Sandrine Grimbert, je travaille à Horizon Santé Travail. Je pense que vous connaissez parce que sinon vous ne seriez pas forcément là. Nous sommes donc une association de santé au travail qui a été créée en 2014, mais qui est beaucoup plus ancienne que ça. C'est une fusion de plusieurs médecines du travail. Nous sommes à peu près 200 et nous travaillons principalement sur Paris et la région parisienne. D'ailleurs, uniquement sur Paris et la région parisienne. Nous sommes donc toute une équipe qui est constituée de la manière suivante. Vous avez effectivement un médecin du travail qui va animer et coordonner toute une équipe pluridisciplinaire avec donc de multiples compétences et tous prêts à répondre à vos différentes questions. Donc vous avez des psychologues, des techniciens en hygiène sécurité, même des ingénieurs d'ailleurs, des assistants de service au travail. Vous avez aussi toute une cellule de prévention de désinsertion professionnelle ou ce qu'on appelle aussi une cellule de maintien en emploi, des ergonomes. Et j'ai oublié les infirmiers. Nous avons aussi à votre disposition un certain nombre de fascicules qui peuvent vous aider à mieux appréhender vos risques professionnels. Vous les trouvez assez facilement sur notre site internet et nous faisons régulièrement des ateliers. Donc, pour aujourd'hui, donc moi je m'appelle Sandrine Grimbert, je suis ergonome et je suis aussi chef de projet pour le groupe de prévention des accidents de travail. Au chat aujourd'hui, et merci à eux, nous avons Mathilde qui vient d'arriver, Mathilde Silva Gomez qui est infirmière, le docteur Jacques Joly qui est médecin du travail et Jessica Abdo qui est ingénieure HSE. Donc ils vont pouvoir répondre au fur et à mesure aux questions que vous pourrez leur poser, au fur et à mesure de la présentation si jamais je ne suis pas assez réactive par rapport au chat. Donc n'hésitez pas. Alors, la présentation aujourd'hui, ça va se dérouler de la façon suivante. D'abord, quelques chiffres pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle quand on parle des accidents de travail. Ensuite, on va revenir sur la définition et quelques aspects réglementaires qui sont parfois un petit peu difficiles à saisir. Ensuite, on va expliquer la prévention en elle-même. Et je reviendrai rapidement, parce que là, c'est pas l'ordre du jour de vous faire une formation arbre des causes, mais c'est intéressant quand même d'avoir la notion de ce qu'on peut faire comme analyse d'un accident de travail. Alors, juste pour vérifier, est-ce que vous m'entendez bien tous? Oui? Pas de souci? Impeccable? Bon, alors très bien. Merci. Donc, on va débuter juste sur quelques chiffres. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu assommant, mais c'est bien de savoir où on va. Alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'au niveau des accidents de travail, on a fait quand même beaucoup de progrès. Quand on regarde en fait les derniers chiffres, alors ça, ce sont les chiffres CRAMIF juste pour l'Île-de-France, un petit peu pour savoir où on se situe. Quand vous regardez en 2007, les taux d'accidents de travail pour 1000 salariés, comparé aujourd'hui, il y a quand même une nette progression. Par contre, on a encore une bonne marge de manœuvre. Donc, c'est vrai que c'est encore très intéressant de revenir sur le sujet. Pour info, donc, quand on compare au niveau national et puis en Île-de-France, voilà, on est plutôt bon puisqu'on a moins d'usines, moins d'industries, donc c'est des secteurs moins accidentogènes. Mais
il nous reste quand même 109 015 accidents de travail avec arrêt, 710 millions d'euros imputés aux entreprises et de façon assez dramatique, 96 décès quand même. Donc oui, c'est toujours intéressant de venir voir un petit peu ce qu'on peut faire pour réduire les accidents de travail. Sans surprise, les accidents de travail, la première cause d'accident de travail, ça va être effectivement de la manutention. C'est la première cause. Mais rapidement, effectivement, on s'aperçoit que les chutes interviennent aussi pour 25%. Enfin, 9% sur les outillages à main, effectivement, il faut revoir aussi la sécurité de ce côté-là. Donc c'est vrai que la manutention et les chutes, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'être dans une grosse usine pour avoir ce genre de risque. Donc c'est important de pouvoir travailler sur ces aspects-là. Les outillages à main, on a déjà un petit peu moins de risques quand on travaille dans un bureau. Combien ça coûte? Parce que c'est aussi intéressant pour vous de savoir combien ça coûte à vos entreprises. 710 millions d'euros en 2016. Alors, oui, je n'ai pas encore les chiffres plus récents, effectivement. On publie toujours les chiffres d'accidents de travail avec 3 ans de retard. Et puis en 2020, on a pris un peu de retard, je pense. 58 millions de journées non travaillées et du coup, on peut se poser la question de savoir comment ça fonctionne pour vos entreprises. Juste pour que vous sachiez un petit peu comment se passe la répartition la répartition des cotisations quand effectivement vous donnez vos sous à la CRAMIF. En fait, voilà comment ça va se répartir par la suite. Il y a 38 € qui vont directement pour les accidents de travail, pour indemniser les gens. 36 qui vont sur la plateforme maladie professionnelle. 15 € d'office pour les victimes de l'amiante. Il y a une partie qui vont partir, qui vont être distribuées sur la partie accident de trajet, même s'il n'y a pas d'imputabilité employeur, etc. Mais voilà, il y a quand même une partie qu'il faut rembourser de ce côté-là. Et 4 € partent sur la prévention des risques professionnels. Ça va? Je vous ai pas trop assommé avec tous ces chiffres. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Des questions? Pas de questions pour le moment? Alors, juste pour que vous sachiez que actuellement, les taux qui sont pratiqués dépendent de votre situation. Donc, si vous êtes dans une toute petite entreprise ou une moyenne entreprise, en fait, vous avez effectivement le taux collectif qui est appliqué. Donc, c'est un taux qui est mutualisé en fonction de votre secteur d'activité. Si quand vous commencez à avoir une entreprise un petit peu plus importante, on va pratiquer un taux mixte avec un pourcentage qui est fait sur le taux collectif, un pourcentage qui va être directement indexé à votre propre taux d'accident de travail. Pour les plus grosses entreprises, vous avez donc un taux qui est individualisé, qui dépend de votre accidentologie. Depuis 2018, en fait, ce taux est en train de basculer. On est en train de responsabiliser de plus en plus les employeurs, même les petites entreprises. Et donc, il va y avoir un indice qui va être fait, qui va être majoré en fonction de votre sinistralité propre. Donc, même sur le plan financier, en dehors du contexte, effectivement, que l'accident de travail, ça va blesser quelqu'un, ça va toucher quelqu'un et que c'est grave, même sur le plan financier, vous avez tout intérêt à mettre en place une politique de prévention assez rapidement pour votre entreprise. J'ai quelques soucis, attendez. Voilà. Donc, bon, on va commencer par le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Donc,
vous avez un article du code du code de la sécurité sociale, oui, d'accord, qui est donc le L411-1, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Bon, ça, c'est le côté effectivement texte de loi. En fait, il s'agit surtout en fait de définir que un accident de travail va toucher un travailleur selon 3 paramètres. On va considérer 3 paramètres pour déclarer l'accident de travail. Il faut que ce soit un accident, il faut que ce soit quelque chose de brutal, de soudain. Il faut qu'il y ait quand même une lésion, sinon il n'y a pas d'intérêt. C'est pas une déclaration d'accident, c'est un incident. Enfin, il y a un intérêt à aller chercher la cause de ce genre d'incident, mais ce ne sera pas une déclaration d'accident de travail. Et il faut que ça survienne à cause ou à l'occasion du travail. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type de définition? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment simple à comprendre? Pas de questions? Non. Bon, alors très bien. L'accident de trajet, par contre, oui, alors ça dépend du statut du stagiaire, mais oui. À partir du moment où il y a un contrat, oui. Alors, ça dépend ce que vous appelez stagiaire. Il y a les apprentis pour lesquels vous avez vraiment un contrat de travail. Et ensuite, il y a toujours en fait un petit souci par rapport à ces stagiaires. Ça dépend du statut. Vous êtes ou pas employeur du stagiaire. Ça peut être l'école qui peut être reconnue comme employeur du stagiaire. Donc, il faut voir un petit peu tout ça. Alors, les accidents de trajet, c'est un peu plus, c'est différent. Alors, l'accident de trajet c'est ce qui se produit entre le domicile et le lieu de travail de la personne. La notion de domicile a été élargie de façon à ce qu'on puisse effectivement inclure les résidences secondaires, les lieux qui ont été fréquentés pour des motifs en fait impérieux et familiaux. Par exemple, une personne qui va déposer son enfant à l'école et qui va ensuite directement à son travail, même si c'est pas, même si l'école est intervenue au milieu, en fait, sur le trajet, ça va compter comme un accident de trajet. Mais effectivement, les accidents de trajet ne sont pas imputés à l'employeur comme les accidents de travail. Vous n'êtes pas responsable de l'accident de trajet par principe. Par contre, faites bien la différence. Si vous avez une personne itinérante qui part en mission, ce n'est plus un accident de trajet. Parce que là, elle est dans le cadre de son travail. La mission est dans le cadre de son travail. Et c'est un accident de travail. Est-ce que ça vous paraît clair? Ah, apparemment. Alors, pour que les choses soient assez carrées, il faut comprendre que le principe qui va s'appliquer pour les accidents de travail, c'est l'imputabilité des lésions. Il y a toujours une relation de cause à effet. Toute lésion dont le travail, même normal, a été la cause ou l'occasion doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultat d'un AT. Donc, l'assuré, en fait, votre salarié n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre la lésion, son problème de santé, et l'accident. On va considérer de fait que, effectivement, s'il y a eu quelque chose de brutal, un événement brutal, que de l'autre côté, il y a les lésions. Évidemment, il faut que ça coordonne un petit peu, hein, mais on ne va pas aller chercher, savoir si ça aurait pu aller. Non, à partir du moment où l'accident a pu donner une lésion,
d'office, on va lui attribuer la lésion. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, je bafouille un peu aujourd'hui. La présomption d'imputabilité, ça couvre la lésion en elle-même, ça couvre aussi les évolutions. Donc, en gros, demain, je me fais avec une feuille de papier, je me coupe un petit peu, ça saigne, j'ai mal désinfecté, ça s'infecte 2 jours plus tard. Même l'infection, elle est comptée comme étant issue de cet accident de travail. Bon, je suis pas sûre que j'aurais déclaré l'accident de travail pour une petite coupure avec une feuille de papier, mais vous voyez, j'aurais eu tort. Donc vous voyez, voilà. Pour les lésions nouvelles qui apparaîtraient à distance de cet accident, la CPAM s'autorise à un certain délai pour pouvoir répondre effectivement si oui ou non elle va prendre en compte cette lésion. Dans le cas particulier de l'état pathologique antérieur, c'est-à-dire votre salarié a un problème de santé X ou Y qui est antérieur à tout accident, mais l'accident a détérioré cet état de santé préexistant. On va la CPM va couvrir en accident de travail l'aggravation de cet état antérieur. Est-ce que ça vous semble clair? Oui? Non? Oui, bon alors c'est bon. N'hésitez pas à poser des questions. Effectivement, comme dit Jessica, ils sont là pour vous répondre. Sur le plan administratif, quand vous avez un accident, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, le salarié, il doit absolument prévenir son employeur, oralement s'il le peut sur le lieu de l'accident ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a un délai de 24 heures. Si quand l'employeur reçoit cette information, il doit absolument remplir une feuille de déclaration. Alors aujourd'hui, tout est informatisé, c'est plus forcément une feuille. Vous allez sur le site, c'est assez clair. C'est le même principe que la feuille datée avant, mais maintenant c'est directement par mail. C'est ce qu'on appelait alors. Il y a 2 choses à faire, c'est la déclaration à la CPAM et le triptyque, enfin l'ancien triptyque parce que ça ressemble plus à ça, qu'on donne aux salariés. Alors, pour une légère coupure, doit-on déclarer un accident de travail ou compléter? Alors, oui, alors c'est une très bonne question. Le côté registre d'accident bénin, en fait, vous n'êtes, enfin, il y a le registre ne peut pas être attribué à tout le monde, donc vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir un registre d'accident bénin. Donc oui, quand vous avez un registre d'accident bénin pour une coupure avec une feuille de papier, je vous conseille de le mettre sur le registre d'accident bénin. La vérité, c'est que vous n'êtes pas si nombreux que ça à pouvoir en bénéficier. Et dans ce cas-là, les autres, si vous avez notion qu'il y a quelque chose, il vaut mieux déclarer. Je vais laisser mes collègues répondre. Je suis une incorrigible bavarde. Donc, je disais, excusez-moi, le triptyque, donc c'est la feuille qui va permettre au salarié d'aller bénéficier des soins. Donc, il faut absolument lui donner pour que le salarié puisse rapidement avoir ses traitements, avoir tout ce qui est nécessaire par rapport à cet accident de travail. La déclaration à la CPAM, vous avez 48 heures pour le faire à la caisse. Et vous devez à ce moment-là joindre aussi une attestation de salaire pour les indemnités journalières. Quand vous faites cette déclaration à la CPAM, juste quelques conseils pour que vous n'ayez pas de soucis. Factuel, pas de jugement. On essaye de donner les informations que vous avez pu constater. Si l'accident vous est décrit, si c'est pas vous qui avez pu constater cet accident, vous pouvez commencer le récit par dire selon les dires d'eux. Et suite, c'est la victime, c'est le témoin, voilà. Enfin, mais vous dites réellement ce dont vous êtes informé vous et par quel biais.
En cas de contestation, vous pouvez joindre un courrier où vous avez effectivement la possibilité d'adresser un petit mail, une petite notice disant pourquoi vous contestez l'accident de travail avec le motif des réserves. Alors globalement, ça peut être effectivement les horaires, le lieu, la subordination de l'activité en cours. Enfin, c'est en fait, effectivement, si votre salarié, pendant son temps de travail, a été faire de la mécanique dans son parking, sur sa voiture personnelle, il y a moyen de contester parce qu'il était plus sur quelque chose pour lequel vous l'avez employé. Mais ça doit, enfin, c'est toujours quelque chose la contestation, ça peut pas être quelque chose de systématique. C'est quelque chose qui ne peut être que dans le cas où vous n'êtes pas persuadé que ce soit un accident de travail. Donc, il y a aujourd'hui des entreprises qui se spécialisent en disant qu'ils vont réduire vos taux d'AT, qui consistent uniquement, ou en tout cas très principalement, à faire une contestation systématique de tous vos accidents de travail. Alors, il y a deux écueils à ça. Déjà, la Sécu, au bout d'un moment, quand ils reçoivent votre déclaration d'accident de travail et que systématiquement, il y a le fichier contestation à côté, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de paraître de bonne foi. Deuxièmement, sur le plan social dans votre entreprise, pour vos salariés, c'est moyennement agréable de savoir que systématiquement, vous allez remettre en question à chaque fois qu'il va y avoir un accident. Vous vous exposez effectivement à avoir un contexte social un petit peu plus tendu au sein de votre entreprise. Sinon, effectivement, de temps en temps, ça fonctionne. Donc, ils arrivent à vous diminuer votre taux d'accident de quelques dixièmes, voire centièmes de pourcentage. Je suis pas sûre qu'à terme vous ayez gagné. Mais bon. Ensuite, chacun voit. Moi, je préfère dire qu'on va agir sur les accidents, on va agir sur les risques professionnels et on va faire en sorte que ça diminue. Oui, alors je m'attendais effectivement à la question sur les accidents de travail en télétravail. Parce que, effectivement, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens en télétravail. Nous venons de vivre effectivement une période de confinement et en plus, c'est un télétravail qui n'a pas été particulièrement négocié au départ. Donc, il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent survenir à cette occasion. Normalement, en télétravail, la personne qui a un accident doit être considérée comme étant un accident de travail. À partir du moment où c'est lors de son activité, sur les horaires que vous avez négociés avec, il faut absolument déclarer. Hein. Il faut déclarer votre accident. Maintenant, en télétravail, le groupe de prévention d'accidents de travail, en prévision effectivement de ce type de questions, s'était enseigné. On a très très peu de retours sur des accidents de télétravail. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup moins de déclarations et donc on n'a aussi pas franchement de jurisprudence concordante sur le sujet. Je pense que après cette période, effectivement, où on aura eu beaucoup plus de télétravail sur un temps de quelques mois, on va voir arriver plus d'éléments. Je sais que là, actuellement, on m'a alerté sur le fait que, par contre, comme tout le monde était en télétravail, les déclarations employeurs n'ont pas été faites dans les temps. Et ça peut être problématique. Donc la CPAM, alors là, par contre, c'était pas en Île-de-France. La personne qui m'en a parlé plutôt de la CPAM du sud de la France.
Et ils me disent qu'ils sont en train de retraiter toutes les déclarations qui ont été faites en retard parce que les gens, parce que même le service RH était en télétravail et que du coup, les gens n'ont pas forcément fait les liens. Oui, petite chose importante, effectivement, quand vous faites votre déclaration, c'est bien de dire si vous avez pu faire une analyse de l'accident vous-même. Parce que s'il doit y avoir une enquête de la CPAM, eh ben, en fait, vous pourrez toujours sortir les documents et ils vont vous les demander. Quelques notions sur les certificats. Alors là, je vais aller rapidement. Vous avez votre salarié qui a eu son accident. Il va voir son médecin traitant ou un médecin aux urgences ou un médecin, voilà, enfin, il va voir son médecin de ville ou son médecin hospitalier. Il aura, suite à cette consultation, un certificat médical initial. Ce certificat va dire, va pas parler de l'accident, il va parler des lésions. Donc, il va indiquer en fait les blessures qui ont été constatées et puis il va dire, bon, bah, pour ce type de blessure, on va être en soins pendant une certaine durée et puis on va être, il y a une possible, enfin, la personne va être en arrêt de travail pendant une certaine durée. Les durées sont pas forcément les mêmes. Par exemple, pour une entorse, je peux très bien être en arrêt de travail pendant 6 ou 7 jours parce que je vais avoir du mal à me déplacer. C'est une entorse de la cheville et béquiller jusqu'à mon site pour pouvoir aller travailler. C'est compliqué. Par contre, bah, pour pouvoir faire la kiné, la rééducation, avoir les soins derrière, bah, je vais peut-être être en soins pendant 3 semaines. On va pas avoir les mêmes durées, donc il faut faire attention à ce genre de choses. À savoir, votre employé, quand il a eu ce certificat médical initial, une fois que la durée des soins est finie, il faut qu'il fasse un certificat médical final. Un accident de travail, c'est un dossier qu'on ouvre à la Sécu, on l'ouvre et on le ferme. Au milieu, on peut avoir un certain nombre de certificats de prolongation, voire même des certificats de rechute, mais voilà. Le principe, c'est qu'au départ, on ouvre un dossier et on le ferme. Donc ça, c'est important parce que la plupart des motifs de refus de la Sécu, c'est qu'ils n'ont pas reçu le certificat final. Donc il y a toujours moyen de rattraper derrière, mais jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus fermés. Donc le médecin ne va pas statuer sur la causalité de la lésion, hein, c'est pas lui qui va faire. Par contre, ce certificat décrit la lésion et le document va être archivé par la sécurité sociale. Oui, petite information qui est intéressante aussi. Dans le cadre d'un accident de travail, on a une dérogation par rapport à tout ce qui est secret professionnel. Enfin, pas par rapport à tout, par rapport à cet aspect-là du secret professionnel. C'est important de pouvoir enquêter sur l'accident en ayant la notion de la lésion du salarié. Maintenant, parlons un petit peu de la prévention. Je vous ai pas tous perdus en route? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, pour monsieur ou madame Biardeau, d'accord. Je suis en train de regarder un peu vos échanges. Oui, alors, un salarié qui ne s'est pas manifesté dans les 24 heures, bah, vous signalez que vous n'avez pas été informé dans les délais. À partir du moment où il vous a informé, vous ne vous mettez pas en tort, vous faites la déclaration dans les 48 heures. Mais vous signalez que par contre, cet accident qui était à une date T antérieure ne vous a été rapporté que après. Donc ensuite, il y aura
peut-être une enquête, il y aura peut-être aussi des choses enfin, il va y avoir des questionnements derrière. Donc ça, c'est important. Quand le salarié, alors c'est vrai que le salarié, il se manifeste pas toujours tout de suite, et c'est une erreur, c'est lui qui s'est mis en faute. Maintenant, idéalement, on les informe que il faut faire les choses rapidement. Un accident de travail, il faut vraiment que vous ayez cette relation de confiance avec vos salariés pour qu'ils viennent vous le rapporter rapidement. Pour l'aspect de la prévention, voyons ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Pourquoi prévenir un accident de travail? Alors, même quand c'est un accident considéré comme mineur, on a ce qu'on appelle la notion de la pyramide de Bird que vous voyez qui est juste à côté. On a cette notion que quand on commence à travailler sur des incidents, on va forcément diminuer le risque des accidents. Donc, il est très important, quand vous commencez à repérer un incident, même s'il n'y a pas vraiment de lésion, même si ce n'est pas encore une déclaration, de pouvoir effectivement commencer à travailler dessus. On sait que pour 600 incidents, on va en avoir à peu près 30 qui vont se révéler être des vrais accidents, 10 qui vont être des accidents un peu plus sérieux avec vraiment des dommages, et un qui va être mortel. Ça vaut le coup quand même d'intervenir avant d'en arriver à ce stade-là. Donc c'est très important d'arriver en amont en termes de prévention. Les arguments pour prévenir les accidents de travail, bah oui, il y en a aussi. Il y a des exemples qui ont fait leurs preuves. Quand on voit ce qui a été fait dans l'aviation aujourd'hui, c'est l'un des secteurs les plus sûrs. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Il y a beaucoup de travail qui est aujourd'hui de prévention des accidents, qui permettent d'avoir une vraie réduction de la survenue des accidents. La sécurité, c'est un état d'esprit, c'est un comportement qu'on va mettre en place. C'est aussi une prise de conscience pour vos salariés comme pour vous, et ça va créer du lien aussi sur le plan social. C'est important. Un environnement de travail sain et considéré comme sécuritaire, ça vous permettre effectivement de garder un bon esprit du collectif de travail. Ce que l'on entend quand on est préventeur, qui sont les freins habituels à la prévention des accidents de travail, c'est ouais, bah, on a eu un accident de travail, on n'a pas eu de chance. On peut peut-être aller au-delà de la chance. Moi, ce que j'en dis, c'est que si on travaille un petit peu sur ce qui se passe en amont, souvent, à côté de la chance, c'est juste une corrélation de facteurs qu'on n'aurait jamais dû avoir ensemble. Le management du bon sens. Ah bah il fallait absolument. Enfin, il a eu un accident de travail, mais c'est parce qu'en fait, il a fait n'importe quoi. Non, non, non. C'est il y a quelque chose qui a fait dans l'organisation que l'accident a pu se produire. Il faut peut-être qu'on retravaille sur le sujet. Oh, les accidents de travail, nous, on n'en a pas beaucoup. Quand on creuse un petit peu, ben, ça peut arriver à tout le monde. Il faut peut-être pas attendre non plus. Alors, je ne sais pas forcément quel est le taux d'accident de travail chez vous, mais attendez pas forcément que ce taux explose, quoi, avant d'intervenir. Et puis, il y a aussi beaucoup d'employeurs, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, par contre, qu'il faut creuser. C'est, ils savent pas. Ils sont très bons dans leur domaine. Vous avez tous des domaines de compétences qui correspondent à votre secteur d'activité. Vous êtes très bons dans votre entreprise. Mais c'est vrai que la culture de la prévention des risques professionnels, quand, je sais pas, quand on est boulanger, quand on est coiffeur, à la base, je suis très bon en coiffure, je suis très bon boulanger, je suis un excellent pâtissier, je suis parfait en cuisine.
Mais les risques professionnels, si on ne vous a pas outillé, si on ne vous a pas donné les informations, effectivement, c'est plus compliqué à appréhender. Eh ben, c'est pour ça aussi que nous sommes là. Nous sommes là pour vous informer par ce type de plateforme, ces webinaires, etc. Mais nous sommes là aussi pour vous donner les fascicules qui correspondent à vos risques professionnels, pour vous aider au quotidien à vous accompagner sur ce genre de problématique. La médecine du travail, ce n'est pas simplement une visite chez le médecin du travail une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. C'est aussi un accompagnement sur vos risques professionnels. N'hésitez pas à faire appel à nous. J'ai assommé tout le monde? Non. Non, il y a des gens qui parlent quand même sur le chat. Donc là où on peut vous aider, eh ben on va parler avec vous de prévention. Alors, la prévention primaire, pour nous, c'est tout ce qui va arriver en amont, c'est tout ce qu'on peut faire comme sensibilisation, comme information. On va vous aider à évaluer tous vos risques professionnels. On va vous aider à établir un document unique d'évaluation des risques professionnels, document qui d'ailleurs est obligatoire, que vous devez tous avoir. On peut vous aider à établir des plans de prévention qui sont adaptés à votre entreprise. Effectivement, je ne vais pas vous parler de la manipulation de la tronçonneuse si vous travaillez dans un salon de coiffure. Voilà, on va adapter les choses avec vous, à vos risques à vous. On peut effectivement, HST propose tout un lot d'ateliers d'information actuellement sous forme de vidéoconférences, de webinaires, parce que nous prenons en compte d'autres risques qui sont des risques professionnels et biologiques. Je pense que tout le monde a suivi. On peut aussi intervenir sur la prévention, ce qu'on appelle la prévention secondaire. On va vous aider à mettre en place les bons équipements de protection. Donc, que ce soit des équipements de protection collective, on préfère, les équipements de protection individuels si nécessaire, et on peut vous aider à analyser un accident de travail et à voir ce qu'on peut faire ensemble en plan de prévention. HST va aussi vous aider dans ce qu'on appelle la prévention tertiaire, qui va être le suivi de vos accidents. Donc, avec la prévention des insertions professionnelles, quand effectivement, malheureusement, l'accident était un peu plus sérieux qu'espéré au départ, c'est-à-dire pas d'accident du tout. N'hésitez pas à consulter effectivement votre médecin du travail, et en fonction de votre problématique, le médecin du travail va faire appel à son équipe pluridisciplinaire et donc à la personne qui va être le plus à même de répondre à vos questionnements. Parlons un peu de l'arbre des causes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, il y en a déjà qui sont calés. Il n'y a qu'une personne qui répond, je suis inquiète. Mathilde, c'est pas juste. Toi, je sais que tu sais. Merci. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, on va revenir un petit peu sur le sujet quand même. Ah, vous avez déjà vu une formation sur l'arbre des causes? Alors, oui, alors on va revenir sur le format PowerPoint. Je suis pas forcément, enfin, c'est pas une obligation le format PowerPoint pour l'arbre des causes. Moi, personnellement, un arbre des causes, c'est un mur et un paquet de post-it. Ensuite, je fais une photo et puis on retrace après. Alors, un arbre des causes, c'est une technique effectivement d'analyse d'un accident de travail ou d'un incident. Idéalement, si on peut travailler sur les incidents, ça vous évitera les accidents. Donc, c'est un moyen d'aller
au-delà des évidences, c'est un moyen d'éviter aussi tous les écueils des idées préconçues sur un accident. C'est aussi un moyen de travailler ensemble sur les choses. Donc, ça permet, quand vous mobilisez toute une équipe autour d'un arbre des causes, alors toute une équipe, ça peut être 3-4 personnes, hein, on n'est pas obligé de se retrouver à 20 sur un arbre des causes parce que là, c'est la cacophonie. Hein. Vous allez avoir aussi un vrai retour sur le réel du travail. Pas simplement sur comment il devrait être fait, mais comment il a été fait et pourquoi on arrive à cet accident. Donc, ça permet aussi de désamorcer tous les conflits. Parce que quand il y a eu un accident, si l'accident est a fortiori, si l'accident est un petit peu sérieux, il y a une vraie tension qui s'installe dans le collectif de travail. C'est ce qui est logique. Hein, il y a un vrai stress et on va chercher facilement le responsable. Ben non. Là, on va chercher qu'est-ce qui a pu se passer. C'est pas tout à fait la même chose. On cherche pas un responsable. On va désamorcer un petit peu. C'est pas la faute de quelqu'un. Il y a un élément de facteur concomitant qui ont conduit à cet accident et il faut qu'on travaille dessus. Ça permet aussi de répondre si jamais suite à cet accident, il y a des enquêtes qui peuvent être faites par des organismes publics, donc inspection du travail, assurance maladie. Donc ça permet d'avoir déjà les éléments de réponse sur le sujet. C'est une méthode d'analyse qui part du principe qu'on va décrire le plus précisément possible l'accident pour pouvoir ensuite mettre en relief toutes les causes. Donc, en fin d'arbre des causes, parce que c'est bien beau de dessiner un joli petit arbre, fin d'arbre des causes, le but, c'est d'avoir pu voir les facteurs, les liens entre les facteurs et de pouvoir proposer des mesures de prévention les plus adaptées possibles. Donc, qui le fait? Ça va être un groupe de travail. Idéalement, dans ce groupe de travail, il faudrait une personne, manager, direction, enfin quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel sur l'organisation du travail, sur des éventuels achats à faire ou des choses à mettre en œuvre concrètement au sein de l'entreprise. Donc, il me faut quelqu'un qui soit décisionnaire ou délégué, en fait, du décisionnaire. On n'est pas obligé d'appeler le directeur général d'une grande entreprise chaque fois qu'on va vouloir faire un arbre des causes. Mais par contre, avoir quelqu'un ressource qui va pouvoir faire le lien, oui. Il me faut idéalement quelqu'un du terrain. Il faut que réellement on ait ce reflet de l'activité réelle. Le manager de proximité, c'est toujours quelqu'un d'intéressant à mettre en lien dans la boucle. Effectivement, le CSSCT, si vous en avez un, c'est parfait. Enfin, vous pouvez aussi faire appel à des gens qui ont des notions de prévention. Donc, si vous avez un salarié désigné compétent au sein de l'entreprise, il va faire partie effectivement de ce groupe de par sa fonction. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce conseillé, obligé de réaliser l'arbre des causes avec les membres? Oui, c'est plutôt. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé. C'est un peu le principe, effectivement, d'avoir un groupe de travail qui s'occupe de la prévention sur ce genre d'instance. Les étapes d'un arbre des causes. On propose d'abord un recueil des faits. Alors, le recueil des faits, vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez synthétique et assez objectif. Ensuite, on construit l'arbre. Vous allez voir, le post-it, ça fonctionne bien.
Les mesures de prévention, on va voir en fonction de cet arbre ce que l'on peut proposer. À ce moment-là, faut être très ouvert. On va garder ensuite ces mesures de prévention en fonction de leur faisabilité, du coup, des délais aussi de mise en place. Donc voilà. Et il faudra absolument assurer un suivi. Si vous me faites un plan d'action, vous mettez en place des mesures de prévention pour limiter les accidents de travail, il faut assurer le suivi. Et ne pas oublier inscription obligatoire au document unique au document unique d'évaluation des risques professionnels. Le recueil des faits. Pour que ce soit le plus efficace possible, on vous conseille de ne pas attendre que les souvenirs s'estompent et que les choses soient dites, redites et que Radio Moquette intervienne avant vous. Idéalement, l'analyse, elle se fait à chaud. C'est l'accident vient d'avoir lieu. Si vous pouvez vous rendre sur place, si votre petit groupe peut se rendre sur place, s'il y a des gens qui peuvent se rendre sur place, c'est l'idéal. On recueille les faits le plus rapidement possible. On reste sur du travail réel. C'est pas comment ça aurait dû être fait et pourquoi. Enfin, c'est comment ça s'est fait. On essaye d'interroger la victime pour qu'elle puisse dire réellement ce qui s'est passé. Si c'est pas le cas, on va voir tous les témoins possibles. Les témoins, c'est toujours valable de toute façon. On ne juge pas. Même si on pense que la personne a fait une erreur grossière dans son travail, pas de jugement. Si cette erreur a eu lieu, il faut comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui a pu se passer. On ne juge pas, on ne dit pas il s'est trompé, il a mal fait ça. Non, on reste neutre. Pas d'interprétation. C'est important aussi. On a tous une idée en tête de ça aurait dû être fait comme ça. Non, on n'interprète pas, ça a été fait comme ça et c'est tout. Le recueil des faits doit être fait de façon extrêmement objective et synthétique. Idéalement, on classe les faits en fonction de certains critères qui sont l'individu, tout ce qui est lié à l'individu en lui-même, ce qui est lié à la tâche, ce qui est lié au matériel ou au milieu. Ça, c'est juste effectivement du vocabulaire de prévention derrière, mais ça permet de classer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire, effectivement dans le plan de prévention. Si c'est une lésion psychologique, type effectivement suite à une agression, la personne a eu un gros état de stress et a des conséquences psychologiques, elle est en arrêt parce que voilà, on va procéder exactement de la même façon. Au contraire, ça permet de donner vraiment un sens très factuel aux choses, d'être beaucoup plus fonctionnel dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. On va réellement alors si la victime est en arrêt, voyez si elle accepte déjà de répondre même par téléphone pour savoir un peu ce qui s'est passé. Mais la victime, de toute façon, normalement, elle vous a fait une déclaration dans les 24 heures qui décrivait déjà un petit peu ce qui a pu se passer. Donc, soit il y avait un témoin à côté, vous n'êtes pas obligé d'aller l'embêter, mais quand même, c'est bien d'avoir son retour. Et puis en plus, c'est l'occasion d'aller prendre des nouvelles. C'est toujours aussi sympathique à ce moment-là. Proposer effectivement un échange téléphonique, une vidéoconférence, proposer ou même des échanges par mail. Hein. Comment on construit un arbre? Alors, la construction d'un arbre des causes, ça a ceci de particulier qu'on part de la droite vers la gauche. On part du fait ultime. Donc, en règle générale, ça va être la lésion, alors, en règle générale, ça va être la lésion, ça va être l'accident, ça va être le dernier fait qu'on a recueilli, quoi. Enfin, celui qui arrive au bout de la chaîne. Et puis, on va construire l'arbre progressivement
sur la gauche, avec la petite notion ici sur cette slide, vous voyez, j'ai des ronds et des carrés. Parce que, en fait, en rond, j'ai tout ce qui est inhabituel, tout ce qui est, voilà, c'est la chose qui est inhabituelle dans l'activité. En carré, c'est ce qui est habituel, effectivement, quels sont les faits habituels qui arrivent au sein de votre entreprise. Par exemple, dans le dernier rond, là, sur la droite, je mets chute. Bah oui, l'accident, la chute, j'espère que c'est pas une de vos habitudes en entreprise. Le carré, c'est parce que bah elle allait jusqu'à son la personne allait jusqu'à son poste de travail. Bah, c'est normal que la personne se déplace jusqu'à son poste de travail. L'autre rond, c'est bah il y avait une nappe d'huile et effectivement est tombée quoi. Enfin, donc là, tout d'un coup, le deuxième rond là en bas, ça indique l'autre fait inhabituel qui a fait que bah, le fait inhabituel final, c'est la chute. Pour construire l'arbre, on se pose 3 questions. Qu'a-t-il fallu pour que ça arrive? Est-ce que ce fait-là est nécessaire? Parce que sinon, je ne le mets pas dans l'arbre, hein, je le mettrai ailleurs. Est-ce que c'est suffisant pour que ça arrive? Donc là, par exemple, si je dis il y a une chute, que la personne se déplace et que la personne qui avait une flaque d'huile sur le site, en règle générale, c'est nécessaire et suffisant. Et voilà, on a construit déjà un embranchement. Est-ce que j'ai été claire? Tout le monde me suit? Très bien. Les liens. Ah oui, 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 vous inquiétez pas, vous allez voir des exemples quand même. Non, parce que sinon c'est un petit peu, c'est très abstrait quand même, hein, surtout c'est surtout décrit comme ça. Donc les types de liens que vous allez avoir dans votre arbre, c'est pour ça que ça va ressembler à un arbre à la fin. Hein. C'est vous avez le lien directement de cause à effet. Voilà, c'est il est tombé, il avait enfin, en règle générale, c'est même il s'est fracturé quelque chose parce qu'il est tombé. Enfin, vous voyez, c'est le lien direct de cause à effet. Vous avez qu'a-t-il fallu pour qu'il se soit fracturé le tibia? Il a fallu qu'il tombe. Est-ce nécessaire? Oui. Est-ce suffisant? Oui. Enchaînement direct. La conjonction. Vous voyez, par exemple, là, la conjonction, c'est ce qui est au milieu de la slide. Qu'a-t-il fallu pour qu'il y ait un incendie? Bah, il fallait que j'ai du combustible et puis que j'ai une petite source de chaleur, une flamme, quelque chose. Voilà, là on est sur de la conjonction. Il faut que l'un rencontre l'autre pour que automatiquement pour qu'on ait cet incendie. Donc ça c'est la conjonction, c'est ce que vous trouverez aussi assez facilement. Plus rare, la disjonction. Qu'a-t-il fallu pour que ma dépanneuse, mon tractopelle, mon camion soient tous en panne et immobilisés dans mon entreprise? Ben, la panne d'essence générale, ça aide bien. Vous allez avoir moins souvent des liens de disjonction. Mais ça peut arriver, donc il faut le savoir et savoir les reconnaître et les noter. Est-ce que ça vous convient comme exemple? Est-ce que vous voyez un petit peu de quoi on parle sur ce type de lien? D'accord. Donc, les mesures de prévention, une fois qu'on a fait son arbre des causes, les mesures de prévention, on va essayer de faire un plan de prévention. Les mesures de prévention, on va s'attaquer à ce qu'il y a de plus en amont possible. On va voir réellement sur les faits les plus initiaux par rapport à ce fait ultime de l'accident. Ça permet de travailler très en amont de l'accident et de savoir un petit peu ce qui a pu se produire par la suite et de limiter en fait les autres. On va choisir. Alors, le but quand vous avez fait votre arbre des causes, c'est de passer réellement toutes les idées sur les liens ou sur les faits qui auraient pu éviter que soit le fait existe, soit les liens entre les faits existent.
Et alors là, toutes les idées sont bonnes à prendre. Vous prenez un brainstorming, vous notez tout, et ensuite on fait un tri. Le tri, les critères de choix sur ce que l'on va garder, parce que évidemment, il va y avoir des idées à jeter, hein. Les critères de choix, ça va être la stabilité. C'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est on veut mettre en place quelque chose, une prévention pérenne au sein de l'entreprise. Va falloir effectivement que votre plan de prévention le reflète. Donc, on va choisir un critère de stabilité sur ces mesures. Évidemment que la mesure de prévention adaptée à cet accident ne crée pas d'autres accidents. Donc, pas de risque supplémentaire pour vos salariés. Il va falloir ordonner en fait votre plan de prévention en fonction aussi du délai d'application. Si je dois changer un véhicule qui me coûte 50 000 € et que parce que il n'a pas la bonne lancette, le bon endroit, c'est peut-être plus simple à ce moment-là de remettre la lancette et puis de prévoir de le changer dans un deuxième temps, vous voyez. Donc il faut aussi prendre en compte le délai d'application et les coûts. Et critère important qu'on a tendance à oublier, c'est l'acceptabilité de la mesure. C'est parfois, on a tendance à vouloir mettre des choses en place de façon très drastique pour éviter un accident. Est-ce que réellement les mesures seront applicables? Est-ce que derrière, vous aurez le groupe de travail qui va accepter ces mesures? Il faut y réfléchir. Parfois, il y a peut-être d'autres mesures qui vont arriver dans un premier temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, ensuite, évidemment, le plan d'action, vous le déroulez dans un tableau où vous avez le numéro de l'action. Si vous avez fait un arbre des causes, vous notez en fait où est-ce qu'il se situe dans votre arbre des causes. La mesure, vous la décrivez, la mesure de prévention. Surtout, vous déterminez qui doit la mettre en place, qui doit la faire appliquer, et vous donnez une deadline. Oui, oui, les mesures sont suggérées par le groupe de travail, mais à un moment, il faut aussi faire des choix dans les mesures et il faut les hiérarchiser. Et puis, de toute façon, c'est toujours l'employeur qui va être décisionnaire de ce qui va être modifié. L'organisation du travail, les différentes choses à mettre en place concrètement sur le site, c'est quand même l'employeur qui va être décisionnaire. Donc là, le groupe de travail, il a vraiment une fonction de donner en fait ces éléments, les arbitrer, les classer. Effectivement, Jessica a raison, mais à côté de ça, l'employeur restera décisionnaire. Par contre, une fois que les choses sont actées, décidées, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que dans le groupe, il faut quand même quelqu'un qui puisse faire ce lien ou être décisionnaire. Si on a le décisionnaire directement, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas toujours le cas. Une fois qu'on a ce plan d'action, je pense qu'il est important de pouvoir effectivement déterminer quelles sont les actions qu'on fait en premier et quels sont les délais. Si c'est juste un affichage supplémentaire à mettre parce que ce terrain-là est glissant pendant quelques jours, eh ben ça c'est là maintenant immédiatement. Si c'est quelque chose qui va nécessiter qu'on engage des travaux, il faut qu'on planifie ces travaux. Mais par contre qu'on ne garde pas ce plan d'action en reportant les actions au calendrier grec. C'est à un moment, il faut déterminer une deadline à laquelle les choses doivent être faites pour la prévention. En plus, ça rajoute en crédibilité. Évidemment, le plan d'action, toutes les mesures qui vont être mises en place doivent réapparaître dans le document unique. Ça, c'est essentiel. Un exemple basique, concret, c'est celui-ci. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais voilà, celui-là, il permettait d'avoir un panel assez large. Un système d'aération qui est tombé en panne dans un local. Ah,
Le dépanneur intervient, mais le gaz s'est accumulé, faute d'aération. Comme le dépanneur ne portait pas d'appareil respiratoire, il a été intoxiqué. Selon vous, quels sont les faits? Allez, le fait ultime pour commencer. Non, Jessica, t'as pas le droit de répondre. Oui, l'intoxication du dépanneur, c'est le fait ultime, effectivement. Vous avez raison. Est-ce que vous arrivez à remonter sur d'autres faits? Et vous voyez, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous êtes un groupe de travail comme ça, vous avez donc un accident qui vient de se venir, vous avez ce groupe de travail. Pas besoin d'avoir un PowerPoint pour échanger sur le sujet. Sincèrement, les post-it, c'est la meilleure des techniques. Vous me prenez un tableau blanc, un stylo qui s'efface, vous collez un post-it avec l'effet que vous venez. Voilà, l'accumulation de gaz, c'est un fait. Il y a eu un problème d'aération, c'est un fait. Vous me mettez sur des post-it les différents faits, ça va vous permettre de les réagencer ensuite. Et vous retracez vos liens. Ensuite, vous prenez des photos et vous reconstruisez les choses. Le fait de vouloir le faire directement par informatique, c'est relativement compliqué si vous ne maîtrisez pas complètement le. Puis même si vous maîtrisez, c'est long. Là, au moins, ça permet de tous échanger dans une même salle quand on peut se réunir. Bon, bah. Oui, bah, c'est ça. Alors, l'aération, effectivement, c'est cause et effet. Enfin, c'est la négation est en règle générale à éviter. Oui, Jessica a raison. Donc, par exemple, on va dire, au lieu de dire pas de port de masque, on va dire voie aérienne libre. Parce que effectivement, on reste sur une politique un peu plus d'ouverture, de positivité, etc. Voilà un exemple de ce qu'on pourrait faire par rapport à cet accident. Par rapport à cet accident. Alors, pour info, un exemple, c'est un exemple. Si je vous mettais chacun par petit groupe de 5-6 dans des salles séparées avec le même texte, vous me ressortiriez des arbres d'écho complètement différents les uns des autres. C'est pas grave. Il n'y aura pas d'arbres forcément mieux que les autres. La vérité, c'est que vous aurez retracé avec votre propre logique l'assemblage des faits. Et à ce moment-là, de toute façon, à partir du moment où ils sont là, vous avez mis les liens, vous allez retomber sur à peu près le même plan de prévention. L'arbre aura juste pas la même forme. Donc là, par exemple, pour cet exemple-là, on part de l'intoxication du dépanneur. Qu'a-t-il fallu pour que cette intoxication ait lieu? L'accumulation de gaz. Donc ça, c'est dans le milieu, vous voyez. Alors, masse, c'est matériel, tas, c'est tâche, mi, c'est milieu, et I, c'est l'individu. C'est ce qui se rapporte à l'individu. Donc, 3, accumulation de gaz. Est-ce nécessaire? Oui. Est-ce suffisant? Non. Il faut aussi que le monsieur il soit là. Donc, monsieur ou madame d'ailleurs. Hein. Donc, 2, intervention du dépanneur. Est-ce nécessaire? Est-ce suffisant? Eh ben,
il faut aussi qu'il ait les voies aériennes, les voies respiratoires à l'air libre. Et donc là, vous voyez, on en a 3 qui vont être au même niveau. Et on va rajouter, ensuite, on va essayer de reconstruire encore en amont ce qui a pu se passer encore. Donc, suite à l'accumulation des gaz, on va dire le local était clos et puis il y avait une panne. Mais la panne, ça compte aussi, voilà. Vous voyez, la panne, on peut la mettre aussi sur le fait que il y a eu l'accumulation de gaz. Donc on peut la mettre sur les 2 endroits. Et que cette panne soit à un endroit ou à un autre, à partir du moment où elle apparaît, moi je compte que c'est bon. L'intervention du dépanneur, la panne. Voilà. Est-ce nécessaire? Est-ce suffisant? On a remonté avec les différents faits. On a fait un petit arbre des causes sur le sujet. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Des exemples de choses qui vont être mises en place, ça va être mettre en place une aération parce que ce local était clos s'il n'y avait pas de ventilation par système mécanique. Il y a peut-être quelque chose qui à mettre en place de façon plus naturelle à côté de ça. Faire en sorte que le local ne soit pas clos. Est-ce que on peut intervenir sur l'intervention du dépanneur lui-même, mettre en place un détecteur de gaz portatif, c'est possible. Mettre en place une procédure d'intervention pour qu'il sache qu'il y a une accumulation des gaz et comment il doit intervenir à ce moment-là, parce que peut-être qu'il n'avait pas eu la bonne information ou la bonne formation. Est-ce que il faut, au niveau d'un éventuel port de masque, est-ce qu'il faut il faut s'assurer effectivement qu'il avait des masques à disposition. Est-ce qu'il faut le former, l'informer sur le port de ces EPI? Voilà. Tout ça, normalement, c'est des choses que vous pouvez effectivement voir de façon plus pratique dans votre entreprise en fonction de vos accidents. Idéalement, alors là, moi, j'avais pas les noms, c'est un exemple complètement fictif. On met en face la responsable qui va s'assurer que ce monsieur est informé ou qu'il est formé sur le sujet. Qui va s'assurer qu'on va pouvoir faire les travaux pour mettre une aération naturelle sur les choses. Et dans combien de temps? Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Alors ça, c'est un tout petit exemple. J'ai été très vite sur l'arbre des causes. Il faut savoir quand même qu'on a une formation à HST sur l'arbre des causes, une information à HST beaucoup plus détaillée. Prochaine session en septembre, par contre. Oui, ce prestataire, oui, vous pouvez créer un arbre des causes même sur un prestataire. Hein. Oui, ça permet quand même d'éviter des accidents. Donc concrètement, si vous avez des difficultés, ce qu'on peut comprendre, parce que cette technique d'arbre des causes, alors c'est une des méthodes d'analyse, il y en a d'autres. Quand on l'a jamais mise en place et qu'on l'a juste vue comme ça sur une information et en plus par vidéoconférence qu'on ne l'a pas pratiquée, ça nécessite quand même un petit peu d'ajustement, un petit peu de prise en main de l'outil. N'hésitez pas à faire appel à nous. Donc pour ça, c'est assez simple. Hein. Vous contactez votre médecin du travail, vous dites que vous avez eu un accident, du travail au sein de votre entreprise. Le médecin va mobiliser son équipe locale ou quelqu'un du groupe de prévention des accidents de travail pour qu'on vienne vous aider à comprendre ce qui s'est passé, qu'on vienne vous aider à construire cet arbre. En plus, de façon simple, avoir quelqu'un d'extérieur, ça permet un regard aussi différent sur l'activité. Donc, et ça permet aussi une certaine neutralité. On va être un petit peu les garde-fous quand les choses sont un peu conflictuelles. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à faire appel à votre service de santé au travail pour qu'on vienne vous aider. En cas d'accident, ou même, et surtout d'ailleurs, avant un accident, sur les plans de prévention, sur les documents uniques. Si vous avez
la notion qu'un risque professionnel est compliqué pour vous à appréhender, restez pas seul avec vos problématiques, posez les questions. On trouvera forcément quelqu'un qui pourra vous aider. D'ailleurs, pour nous contacter, oui, ça c'est, je vous ai mis en fait une image du flyer qu'on a fait sur les accidents de travail. Et nous avons effectivement un groupe PAT qui a un mail dédié. Si vous avez un souci, vous pouvez nous poser des questions. Le mettre à l'ordre du jour. Vous êtes obligé de faire. Alors, la question porte sur est-ce qu'il est obligé, il est obligatoire de mettre l'accident de travail à l'ordre du jour du CSSCT. Obligatoire, strictement, non. Par contre, effectivement, c'est un petit peu l'arbre des causes. C'est un plus, disons. Faut pas se leurrer. C'est quand même intéressant quand on en a fait un de pouvoir en discuter et pour pouvoir effectivement co-construire le plan de prévention, co-construire les mesures de prévention les plus adaptées. Et puis ça permet effectivement de dire voilà où on en est. C'est je pense l'instance la plus adaptée. Alors vous n'avez pas une obligation stricte à chaque fois que vous avez fait un arbre des causes de déclencher une réunion. Vous seriez un peu embêté, ça dépend de votre entreprise. Mais effectivement, enfin c'est quand même le lieu d'échange. Hein. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment si jamais on a oublié quelque chose. J'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, je suis désolée, je suis une incorrigible bavarde. Oui, Jessica a raison. Si l'accident de travail est grave avec de lourdes conséquences, vous avez tout intérêt effectivement à déclencher une réunion rapidement, oui. Est-ce que j'ai répondu ou Jessica ou le docteur Joly ou Mathilde? J'ai pas Mathilde, oui, je l'ai vu passer tout à l'heure. Est-ce que tout le monde a pu répondre à vos questions en fait? Les salariés domestiques d'une personne sont également concernés? Je ne comprends pas la question. Oui, effectivement, quand vous, si votre question c'est est-ce que alors, la levée de la confidentialité pour les athées quand une athée avec une lésion psy sur un terrain fragile, c'est un sujet qui va vraiment dépendre du médecin du travail. Sur ce coup-là, c'est vraiment lui qui va pouvoir effectivement faire le lien entre ce qui est de l'ordre du secret médical pur et ce qui va va ressortir de l'AT en fait. De toute façon, quel que soit l'état de santé préexistant de la personne, s'il y a eu un stress, qu'il y a une dégradation de son état de santé, on va vous dire attention, stress, contrainte, enfin, il y a eu des conséquences psychologiques. On va peut-être pas vous dire exactement quelle était, enfin, on ne vous dira pas d'ailleurs la pathologie préexistante, mais on va vous dire que par contre, effectivement, il y a eu quelque chose qui a dégradé le profil psychologique de la personne. On ne vous dira pas la pathologie préexistante. Oui, n'hésitez pas effectivement
Effectivement, c'est alors des personnes employées comme chef cuisinier à titre privé. Ah, par exemple, si à domicile j'ai une femme de ménage, par exemple, est-ce que je dois déclarer son accident de travail si je suis son employeur? Oui, 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 je dois déclarer son accident de travail. Si je suis seul employeur de la femme de ménage, enfin, si je suis je vais pas forcément déclencher un arbre des causes pour ma femme de ménage qui est tombée de son escabeau. Par contre, je vais vous dire franchement, effectivement, je ferai faire en sorte qu'elle n'aura plus d'escabeau. Elle n'a rien à faire sur un escabeau en hauteur. Voilà. Mais si c'est votre salarié, même si c'est dans l'ordre de votre sphère privée, vous êtes responsable de vos salariés. Vous êtes responsable en fait des personnes qui interviennent chez vous. Alors, vous pouvez aussi passer par un prestataire et donc ne pas être employeur directement. Mais dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y aura un contrat entre vous et la société de ménage, par exemple. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou je suis passée à côté? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous poser des questions si on est resté un petit peu vague sur certaines choses. Bon, du coup, je vais finir cette session en vous souhaitant une bonne journée. Je vous remercie d'être resté jusque-là parce qu'effectivement, j'ai été très, très bavarde. Je suis désolée. Passez une bonne journée tous. Au revoir.